Allez, c'est parti. On plonge directement dans une exploration véritablement fascinante. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qu'on appelle la science quilontique. Il faut voir ça comme un plan architectural extrêmement détaillé, une sorte de gigantesque cartographie métaphysique de la conscience et de la réalité elle-même. En gros, c'est un système super complexe, mais aussi très précis où la spiritualité rencontre littéralement la physique quantique et la mécanique des énergies. On va essayer de rendre ça le plus clair possible. Et pour y arriver, voici comment on va structurer notre analyse. On va avancer étape par étape pour que ça reste digeste. On commencera par l'architecture de l'esprit, c'est-à-dire les bases. Ensuite, on passera au corps de cristal, puis on verra comment les hologrammes et la perception fonctionnent. On abordera après le fameux cycle d'ascension pour terminer sur les enjeux ultimes, l'évolution ou l'oubli. C'est un vrai voyage, on va partir des particules les plus microscopiques pour finir sur des enjeux à l'échelle du cosmos tout entier. Première partie, l'architecture de l'esprit, les briques de la conscience. On pose les fondations. Alors, ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est qu'on inverse complètement une croyance scientifique très ancrée. Dans ce modèle, la conscience n'est absolument pas un sous-produit ou un effet secondaire du cerveau physique. En fait, c'est tout l'inverse. La conscience préexiste et elle utilise des unités ultra microscopiques qu'on appelle les partikis pour construire l'esprit. Faut imaginer l'esprit un peu comme un échafaudage. C'est une structure d'énergie créée sur mesure par la conscience pour pouvoir percevoir la réalité. Et cette architecture de l'esprit, c'est pas juste un bloc informe, c'est une véritable échelle qu'on peut gravir. On y trouve 4 niveaux distincts qui travaillent ensemble. Tout en bas, on a l'esprit subconscient, ancré dans la première dimension, qui gère toute la mémoire cellulaire. On monte d'un cran et on trouve l'esprit instinctif, dans la deuxième dimension, le domaine des émotions et de l'intuition. Au-dessus, en dimension 3, c'est l'esprit rationnel, là où se trouve notre logique et notre raisonnement. Et enfin, tout en haut, l'esprit superconscient, qui s'étend sur les dimensions 5, 6 et 7. C'est la matrice globale de l'âme. C'est vraiment l'interaction fluide entre tous ces niveaux qui crée notre expérience dynamique de l'individualité. Mais là où ça devient puissant, c'est dans la façon dont cette structure réagit à nos pensées. Il y a une différence fondamentale entre la pensée non dirigée et la pensée dirigée. Concrètement, une pensée non dirigée, c'est comme un signal parasite. Ça crée des modèles complètement chaotiques dans ce qu'on appelle notre modèle de manifestation. À l'inverse, quand on dirige une pensée avec une intention claire et précise, ça crée des modèles ordonnés. Ça fonctionne littéralement comme des lignes de code informatique, des instructions électromagnétiques qui vont dicter ce qui va se manifester dans la réalité. C'est un peu comme de la programmation pure. On passe à notre deuxième grande étape, le corps de cristal, qu'on appelle aussi la matrice maîtresse. Quand on prend toutes ces petites unités microscopiques de partikis et qu'on les assemble, ça forme une structure bien plus grande. C'est le corps de cristal ou le champ morphogénétique. Et ce qui est fou dans les textes de référence, c'est que ce modèle s'applique à tout. Qu'on parle d'un simple atome, d'un être humain ou même d'une galaxie entière, tout possède cette matrice maîtresse. C'est une grille géométrique qui sert de modèle absolu. Elle dicte l'évolution, la forme de l'ADN et tout le potentiel de développement. Concrètement, ce corps de cristal sert de gigantesque disque dur. C'est une banque de mémoire cellulaire. Chaque petite action, chaque pensée y laisse une trace énergétique, une vraie signature qu'on peut programmer. Et c'est d'ailleurs exactement là que le concept de karma entre en jeu. Dans ce système, le karma, c'est pas une sorte de punition divine abstraite, pas du tout. C'est un enregistrement électromagnétique, une empreinte stockée dans cette grille, et qui va influencer, cycle après cycle, ce qui finira par se matérialiser dans la vraie vie. Troisième partie, hologramme et perception, ou comment on perçoit ce fameux monde physique en 3 dimensions. Et pour comprendre ça, il faut introduire une nouvelle composante, le corps radial. Les sources le décrivent comme une sorte de capsule tissulaire faite d'énergie vitale pure. Mais à quoi ça sert? Eh bien, c'est tout bonnement l'écran de projection. C'est un théâtre vivant. Les instructions qui sont stockées dans l'ADN sont projetées sur ce corps radial. Et c'est ça qui crée l'expérience holographique de la 3D. Le monde matériel qu'on touche, c'est juste la projection sur cet écran. Pour bien ancrer cette idée, il y a une citation directe de la source qui est parfaite. La voici. Notre corps de cristal maintient non seulement notre forme, mais crée aussi notre perception holographique de notre réalité D3 manifestée. Comme un projecteur dans une salle de cinéma. C'est une métaphore frappante. Ça veut dire que le monde solide, tel qu'il apparaît, est conceptualisé purement comme une illusion. C'est une projection programmée depuis des niveaux dimensionnels bien plus élevés. Bon, faisons une petite pause. Un micro-récapitulatif rapide s'impose pour synthétiser tout ce vocabulaire assez dense avant d'attaquer la physique des dimensions.
En résumé, on a les particules, qui sont nos briques d'énergie de base. Ensuite, on a le corps de cristal, qui est le plan géométrique, l'architecte. La mémoire cellulaire, c'est le disque dur, là où on stocke les codes et le fameux karma. Et enfin, le corps radial, c'est la toile blanche, l'écran de projection 3D. C'est vraiment la boîte à outils de base de notre réalité. Maintenant qu'on a les outils, regardons comment la perception s'aligne mathématiquement. C'est ce qu'on appelle les niveaux d'accrétion. C'est super intéressant car ça explique d'où vient l'illusion de la matière. La Terre accumule des fréquences jusqu'au niveau 2.5, ce qui lui permet de fournir l'environnement de base. Mais la conscience humaine, elle, est stationnée juste un peu au-dessus, entre 3 et 3.5. Et c'est exactement ce décalage mathématique de fréquences qui fait qu'on perçoit le niveau inférieur, celui de la Terre, comme un truc totalement solide et matériel. C'est juste une histoire de fréquences qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Section 4. Maintenant qu'on a décortiqué la mécanique, on peut s'attaquer au but de tout ça, le cycle d'ascension, le chemin de l'évolution. Parce que oui, tout ça a un objectif bien précis. Le cycle d'ascension, c'est une série de cycles conçus pour réparer et guérir ces champs morphogénétiques. Le but ultime, c'est de réussir à attirer des fréquences de plus en plus hautes dans le corps. Ça permet d'assembler les parties de notre ADN qui sont endormies et d'étendre progressivement notre champ de perception à travers une échelle gigantesque de 15 dimensions. Et pour réussir cette ascension, la conscience a besoin de clés. C'est là qu'interviennent les codes de pierre angulaire. Ce sont des potentiels qui sont en sommeil dans l'ADN. Quand une conscience évolue, qu'elle monte en dimension et qu'elle décide de redescendre s'incarner, elle utilise ces codes précis. Ils agissent comme un traducteur, un pont indispensable pour faire communiquer les identités physiques avec les états de maîtrise supérieure. Les applications promises par toute cette ingénierie énergétique sont carrément dignes de la science-fiction. En restaurant ce champ naturel, on parle d'activer la fameuse glande pinéale, de réassembler ce que la science classique appelle l'ADN poubelle. Et le but ultime, ce serait de modifier la biologie physique au point de pouvoir traverser consciemment les dimensions. On parle même de développer la capacité à utiliser des portails spatio-temporels. C'est l'évolution à son stade le plus extrême. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie. Évolution ou oubli, les enjeux cosmiques, le grand final. Car une question fondamentale se pose forcément quand on regarde tout ce système. Pourquoi on fait tout ça? Quel est le but ultime de cette immense machine évolutive? Et surtout, qu'est-ce qui viendrait la menacer? Parce que s'il y a une évolution, c'est qu'il y a des obstacles. En lisant les textes de manière purement factuelle, on découvre qu'il y a une opposition très organisée, désignée sous le nom d'agenda luciférien. Dans cette architecture, c'est présenté comme un collectif hybride impliquant diverses lignées d'extraterrestres, comme les Anunnaki par exemple. Ils jouent tout simplement le rôle des antagonistes principaux du système. Ils auraient leur propre agenda de domination, un agenda qui vient concurrencer directement le plan d'ascension naturel. Et alors, que se passe-t-il si l'évolution échoue? On tombe sur un concept assez glaçant. La poussière spatiale, c'est l'oubli cosmique total. Si une conscience est trop fragmentée, elle perd absolument toute sa mémoire et toute sa forme. Elle n'est pas effacée du cosmos, mais elle est réduite à l'état de cendre énergétique. Résultat, il faut recommencer l'intégralité du cycle évolutif depuis le tout début. Zéro absolu. Donc, le point crucial, c'est vraiment ce contraste extrême. D'un côté, on a l'ascension, qui représente le sommet absolu de l'évolution, offrant des cycles de vie éternels et une maîtrise totale des dimensions, et de l'autre côté, le précipice, la poussière spatiale, la fragmentation et l'oubli. Dans ce cadre métaphysique, les enjeux sont tout bonnement incalculables. Ce qui nous laisse avec une ultime réflexion, très provocante. Si tout cet environnement, si notre réalité matérielle n'est au final qu'un grand hologramme programmable entièrement sculpté par l'intention et les pensées, alors de quelle manière est-ce que les pensées qu'on émet tous les jours, à chaque instant, sont en train de modeler la matrice même de notre existence? C'est une question vertigineuse qui invite vraiment à repenser ce que nous sommes profondément. Et ça donne matière à réflexion, n'est-ce pas?